Et si je vous disais que 15 ans avant One Piece, un dessin animé appelé Les Mystérieuses Cités d'Or est sorti et qu'il a inspiré le plus grand manga du monde avec ses concepts et ses plus grands mystères. Il se pourrait même que la fin tant attendue de One Piece pourrait déjà avoir été animée. Il y a de cela bien des années. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous révéler des secrets que très peu de fans connaissent. Des liens incroyables entre les mystérieuses cités d'or et ce manga One Piece que l'on aime tant. Il dépasse tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'à présent. Vous découvrirez comme certains symboles, certains personnages et même des événements clés qui sont en réalité inspirés par cette œuvre oubliée. Mais ce n'est pas tout. Je vais aussi vous parler d'une théorie qui pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez la fin de One Piece. Une révélation sur ce qu'Eiichiro Oda prépare depuis des années et pourquoi certains indices cachés dans les deux univers nous permettent de prédire ce qui va vraiment se passer. Dans ce monde, il existe des cités d'or, des armes antiques et même des stèles anciennes écrites dans une langue inconnue. Et non, je ne parle pas ici de One Piece, mais bien de ce fameux dessin animé des années 1980. One Piece s'en inspire tellement fortement qu'on pourrait même parler de plagiat vis-à-vis de cette œuvre. Des choses bien trop grosses pour être vraies. Eh bien, commençons d'abord par les évidences. Les mystérieuses cités d'or tournent autour du mythe du fils du soleil. Car dans ce dessin animé, c'est bien Esteban qui est appelé comme ça. Tandis que One Piece nous présente Luffy comme étant le dieu soleil, qui est bien sûr Nika, à travers son fruit du démon. Mais dans cette affaire, ce qui est encore plus troublant, c'est l'attaque de Tori et Brogy face aux 5 doyens sur l'île de Egghead, qui portera le même nom, le fils du soleil, une coïncidence bien trop grande pour un simple hasard. Ce lien au soleil ne s'arrête pas du tout là. Dans les deux histoires, le protagoniste est sauvé de la mer par un épéiste, Shanks pour Luffy et Mendoza pour Esteban. Mais leur rôle ne se limite pas uniquement à ce simple sauvetage. Ces figures paternelles, toutes deux profondément liées à un savoir ancien, transmettent à nos héros un héritage bien plus vaste que ce qu'il paraît. Ils leur offrent chacun un objet d'une valeur inestimable. Le chapeau de paille pour Luffy et le médaillon du soleil pour Esteban. À première vue, ces reliques semblent être de simples symboles. Mais en réalité, ils renferment une signification très bien cachée depuis plusieurs siècles d'histoire. Mais l'héritage qu'ils portent ne se limite pas à ces objets. Car si Luffy et Esteban sont des figures centrales de leur monde, ce n'est pas un hasard. Ils sont les descendants directs d'une lignée oubliée, liée par le sang à un passé mystérieux. Pour le protagoniste des mystérieuses cités d'or, il sera révélé qu'il est en réalité le descendant du peuple du soleil, une civilisation disparue qui détenait un savoir et une puissance qui dépassaient l'entendement. Son sang fait de lui un être à part, un porteur d'une mission qui dépasse sa propre existence. C'est précisément ce qui arrive aussi à Luffy dans One Piece. Il ne s'agit pas seulement d'un aventurier insouciant, parti de découvrir le monde, il possède dans son sang l'héritage des porteurs du Di, une lignée mystérieuse qui a joué un rôle clé dans l'histoire cachée du monde. Cette connexion entre les deux héros dépasse donc la simple transmission d'un objet précieux. Ils incarnent, tous les deux, la résurrection d'un passé oublié, celui d'une civilisation ou d'un peuple dont l'histoire a été effacée par des forces supérieures, par une force tellement obscure et maléfique que ces anciennes civilisations ne pouvaient que perdre face à eux. Il faut savoir aussi que dans One Piece, les porteurs du Di sont considérés comme les ennemis naturels du gouvernement mondial, ou plutôt des dieux, car c'est ce que dira Trafalgar J. Waterloo à Doflamingo. La raison de tout ça, on ne le sait toujours pas, mais on peut imaginer que cette lignée représente l'héritage d'un ancien royaume anéanti il y a 800 ans. De la même façon, Esteban est traqué pour ce qu'il est, un survivant d'une civilisation qui aurait dû disparaître. Ainsi, le chapeau de paille et le médaillon du soleil ne sont pas de simples souvenirs laissés par des figures importantes, et sont les derniers vestiges d'une vérité plus grande, une offrande que les ennemis des héros veulent effacer à tout prix. Nos deux protagonistes respectifs ne sont pas juste caractérisés comme étant des porteurs d'un objet ancien. Ils sont les derniers témoins d'un passé interdit. Et c'est précisément ce qui rend leur quête si importante. Ils ne cherchent pas seulement une destination ou un trésor, ils cherchent à redécouvrir et restaurer la mémoire de leur monde. Si l'on regarde de plus près leur aventure, Luffy et Esteban partagent des épreuves similaires. Ils vont bien au-delà d'un simple voyage initiatique. Tous deux sillonnent des terres inconnues, explorent des contrées exotiques, affrontent des dangers qui ne sont pas seulement physiques, mais aussi liés à des mystères enfouis. Et ce, depuis des centaines et des centaines d'années. À chaque étape de leur périple, ils découvrent des vestiges datant d'un passé lointain. Et c'est précisément cette quête de vérité qui façonne leur destinée. Parmi les exemples les plus frappants de ces parallèles, on a bien sûr leur rencontre avec des tribus de guerrières vivant dans une jungle entourée de serpents géants. Esteban découvre une civilisation matriarcale où les femmes vivent isolées du reste du monde, accompagnées de reptiles qui semblent être leurs protecteurs ou leurs armes. Ces concepts rappellent immédiatement Amazon Lily, l'île où vit Boa Hancock,
et son peuple de redoutables combattantes, elles aussi entourées de serpents immenses, qu'elles manipulent avec une aisance impressionnante. Mais évidemment, la présence des serpents, ça s'arrête pas du tout là, car dans les mystérieuses cités d'or, un gigantesque serpent protège l'entrée de la légendaire cité d'or, un obstacle que les héros doivent surmonter pour atteindre leur but ultime. Dans One Piece, cette même figure mythologique se trouve sur l'île céleste de Skypiea, où deux serpents géants, Kashigami et Nola, jouent un rôle central. Kashigami est vénéré comme étant un dieu par une tribu primitive, tandis que Nola est un vestige du passé, gardien d'une cité d'or enfouie sous la forêt tropicale. Ici encore, impossible de ne pas voir la connexion. Pour les similarités, nous ne sommes qu'à mi-chemin. Dans One Piece, le Nouveau Monde est la mer la plus dangereuse, le territoire ultime où se trouve Loftel, la dernière île du périple de Luffy. Ce n'est pas un détail anodin, car dans les mystérieuses cités d'or, Mendoza évoque lui aussi un nouveau monde, une mer lointaine où se cachent les plus grands secrets de leur époque. Cette coïncidence est troublante. Dans les deux récits, cette mer représente la destination finale, le point d'aboutissement du voyage, là où se trouve la vérité absolue. Et tiens, vu qu'on parle de Mendoza, il faut le visionner pour le comprendre. L'épisode 1 des Cités d'Or est quasiment identique au chapitre 1 de One Piece, où on verra l'équipage de Mendoza dans un bar, puis un groupe fera son irruption. Mendoza, qui boit de l'alcool seul au comptoir et qui s'apercevra qu'Esteban est bien le fils du soleil. C'est d'ailleurs la même chose pour Shanks, qui fera la même chose que Mendoza tout du long, avec un groupe qui fera irruption dans le Party's Bar de Makino et qui par la suite découvrira que Luffy est bien celui que l'eau battant, en donnant le symbole de cette volonté et de toute cette prophétie à ce jeune enfant qui partira bientôt en voyage. C'est des détails assez indicatifs car en allant plus loin, Luffy au chapitre 2 sortira du tonneau pour affronter Alvida. Et c'est pareil pour Esteban qui sortira des tonneaux pour parler à Mendoza. Des parallèles vont tellement loin que même le navire emblématique de ce dessin animé, se nommant le Solaris, a été copié. Ce navire utilisera Esteban qui symbolise le soleil et qui a pour animal totem un lion sur sa proue, exactement comme le Thousand Sunny, qui a un nom faisant aussi référence au soleil, et qui bien sûr porte cette tête emblématique du félin que vous connaissez tous. Mais le navire ultime dans ce fameux dessin animé des années 80, c'est bien le Grand Condor, qui peut potentiellement teaser un futur upgrade du Sunny, ou alors il y a déjà un détail qui potentiellement pouvait nous indiquer que le Sunny pouvait voler. Par ailleurs, ce thème du passé oublié qui ne demande qu'à être redécouvert est omniprésent dans les deux séries. Les civilisations disparues laissent derrière elles des indices sous forme de reliques anciennes dans ces fameuses cités d'or. Il s'agit d'artefacts et d'objets sacrés permettant de percer les secrets du passé, tandis que dans One Piece, ce rôle est tenu par les poneglyphes, des blocs de pierre gravés renfermant l'histoire cachée du monde. Et là où la ressemblance devient encore plus évidente, c'est dans le concept même des 4 points reliés pour découvrir un lieu mythique. Durant l'aventure de Esteban, on découvrira que 4 emplacements doivent être connectés pour révéler l'emplacement des cités d'or. Le fonctionnement est exactement le même que celui des routes poneglyphes dans One Piece. Ces 4 pierres qui, une fois réunies, indiquent l'emplacement de Loftel. Cette idée d'un trésor perdu, dont l'accès est verrouillé par une énigme millénaire, est au cœur des deux histoires, renforçant encore plus les parallèles entre ces deux œuvres. Et vous croyez vraiment que c'est vraiment tout? Que les parallèles s'arrêtent ici? Croyez-moi, la suite est encore plus folle. Dans les mystérieuses cités d'or, le passé du monde est marqué par un conflit ancestral entre deux civilisations avancées, le continent de Mu et l'Atlantide. Ces deux empires, autrefois puissants, se sont détruits mutuellement dans une guerre technologique, provoquant la chute d'un âge d'or et l'effacement de leur histoire. Ce schéma est une reproduction frappante de l'ancien royaume et du gouvernement mondial dans One Piece. Là encore, on retrouve une civilisation avancée, annihilée par une puissance dominante, et un monde où seuls quelques survivants tentent de transmettre leur héritage aux générations futures. Les survivants du continent de Mu ont caché leur savoir dans des reliques sacrées, notamment le médaillon du soleil, qui passe de main en main au fil des générations. Dans One Piece, cette même idée se retrouve avec le chapeau de paille de Luffy, transmis de Goldie Roger à Shanks, puis de Shanks à Luffy. On sait d'ailleurs que Joy Boy lui-même possédait ce chapeau il y a 800 ans. Dans les deux cas, ces objets ne sont pas de simples reliques. Ils sont le symbole d'une volonté qui refuse de disparaître, la trace laissée par une civilisation détruite mais pas oubliée. Toute cette histoire fait bien sûr écho aux paroles d'Iluluk, qui exclamait de toute son âme qu'une personne ne peut pas mourir si sa volonté est perpétrée. Mais il y a un dernier détail troublant. Dans cet ancien dessin animé, la guerre qui a mené à la chute de ces empires avait une cause tellement insignifiante que le monde en a oublié la raison. Ce point est fascinant, car dans One Piece, lorsque l'équipage de Roger apprend la vérité sur le siècle oublié et la véritable histoire du monde, il se met à rire. Un rire mystérieux qui pourrait s'expliquer par l'absurdité de ce qu'ils viennent de découvrir. Si la guerre qui a changé la face du monde repose sur une raison ridicule, cela expliquerait pourquoi Goldie Roger lui-même a éclaté de rire en arrivant sur Loftel. Et puis,
Tout est dans le titre. Love-Tale veut dire en français un conte de rire. Donc on a devant nous une histoire qui est censée nous faire rire. Mais qu'est-ce qui peut bien faire rire aux larmes un équipage ayant tout vu dans sa vie et qui découvre les secrets du passé? Quand on s'intéresse un peu plus au déroulé de la guerre, on se rend compte qu'il y a un équivalent à Mother Flame, car les deux camps possédaient une arme solaire qui était l'équivalent d'armes antiques et ces mêmes armes qui provoqueront un chaos sans précédent. Et ça nous fait donc poser une interrogation. On sait de source que Imu a utilisé Mother Flame et que d'après Vegapunk, le gouvernement mondial est bien en possession d'une arme antique. Alors si auparavant, ils avaient un combustible équivalent au soleil, ça pourrait expliquer pourquoi durant le préellipse, on croisera une île appelée Enies Lobby, avec le même trou béant dans la mer, car on y remarque exactement les mêmes phénomènes que dans le chapitre 1060, où l'arme Uranus sera utilisée pour éradiquer Lulusia et faire monter les eaux. Ce serait bien sûr l'endroit où se situait l'ancien royaume, qui bien sûr, durant la guerre, il aurait été détruit par la même arme antique qui a détruit le royaume de Lulusia au chapitre 1060. Ce point est extrêmement lié aux mystérieuses cités d'or, car dans l'histoire oubliée du continent de Mu, elle met aussi en avant l'avancée technologique de ce pays, et le fait que grâce aux médaillons solaires, ils avaient à leur disposition une quantité infinie d'énergie, tout comme la flamme mère de Vegapunk et celle présente sur les stèles lunaires. Mais dans cette histoire, il y a un point fascinant, car dans les deux séries respectives, un savoir ancien et oublié est transmis à une poignée d'élus capables de le déchiffrer. Dans les mystérieuses cités d'or, Zia et le personnage de Ronin peuvent lire les anciens textes, tout comme Nico Robin de One Piece, qui est la seule à pouvoir comprendre des poneglyphes. Zia et Robin sont tous les deux des êtres à qui on a volé leur enfance, en les arrachant de leur peuple et terres qui ont été totalement détruits. Des informations qu'on a actuellement, Robin est la dernière survivante d'Ohara, tout comme Zia est l'une des dernières survivantes du peuple Maya. Mais tous ces détails servent à débouler sur le plus grand mystère qui relie ces deux œuvres. Une connexion bien plus incroyable que ce que vous avez entendu précédemment. Durant les aventures d'Esteban, les antagonistes principaux seront des extraterrestres, appelés Olmec. Leur particularité, leur nom signifie les gens du pays du caoutchouc, et ils ont une apparence ressemblant énormément aux singes. Vous avez fait le lien? Luffy est littéralement présenté dans l'histoire comme étant un homme caoutchouc, et l'élément le plus évident est dans son nom. Et il s'appelle littéralement Monkey, dit Luffy. Pour le peuple des Olmec, ça va encore plus loin, car on sait qu'ils sont extraterrestres et que comme par hasard, les dragons célestes ont tous bizarrement une combinaison spatiale. Mais surtout, le roi du monde Imu, qu'on verra sur les fresques présentes sur la Lune, montrant qu'il vient probablement de l'espace et qu'il a obligé ses habitants lunaires à émigrer sur la Terre. Et tout comme les Tenryubito, les Olmec ont eux aussi usé de leur influence et pouvoir pour effacer l'histoire du monde. On pourrait y voir une simple coïncidence, mais attendez la suite. Dans One Piece, certaines stèles sur la Lune montre des extraterrestres liés au peuple ancien. Imu, ce personnage énigmatique au sommet du gouvernement mondial, qui semble lui aussi être un vestige de cette époque. Et devinez quoi? Mu, c'est précisément le nom du continent perdu dans les mystérieuses cités d'or. Et c'est aussi le nom détenu sous la forme du dieu ultime de ce monde. En parlant de lune, cette race nommée les Lunaria pourrait-elle aussi détenir de précieux liens avec ce dessin animé? Car le peuple de Mu ne possède à ce jour que 3 survivants. Et quelle est leur particularité? D'avoir la peau sombre, tout comme ces fameux Lunaria, qu'on reconnaît à leur couleur de peau, et bien sûr à d'autres caractéristiques qui ne sont pas citées. Et il y a même des éléments qui pourraient montrer que le peuple de Mu avait un fort lien avec le symbole de la lune, ce qui est aussi le cas des Lunaria. Enfin, avec les récentes révélations de Vegapunk, on découvre un lien potentiel entre le nom Atlantide et la mystérieuse Mother Flame, porte un A stylisé. Un autre indice que One Piece reprend cette idée de civilisation engloutie, inspirée bien sûr de l'Atlantide. Ça devient difficile de ne pas voir l'influence de ce fameux dessin animé sur l'auteur de ce manga. Et au final, même si on se concentre juste sur les petits détails de la série, comme par exemple la pierre d'Ophir est une pierre pouvant tout guérir. Eh bien, elle pourrait faire écho au rêve de Chopper, de justement pouvoir soigner n'importe quelle maladie. Dans la Cité d'Or, c'est une pierre qui justement, durant la guerre, va intervertir 2 camps, car volée à cause d'un traître chez les Atlantes. Mais n'oubliez pas que Tao affirmera durant le dessin animé qu'avant cette guerre, tous les continents étaient reliés entre eux, formant la Pangée. Et comment se nomme le château où sont présents les dragons célestes, qui, je le rappelle, sont les vainqueurs de la précédente guerre, qui opposa les 20 royaumes à celui de Joy Boy. Il se nomme bien évidemment le château de Pangée. Étrange, non? Mais pas aussi étrange que la raison de l'ancienne guerre entre ces deux peuples, qui a été oubliée tellement elle était ridicule. Mais que le parallèle peut aussi être fait avec Dory et Brogy, qui sur Little Garden ne se souviendront plus du tout de la raison de pourquoi ils se sont battus pendant 100 ans, pour qu'au final, on se rende compte, grâce à un flashback, que leur conflit d'un siècle n'était qu'un simple concours ridicule entre les deux, posé par une minuscule petite gamine. Et le parallèle est vraiment tout fait de A à Z, quand on sait que justement les géants d'Elbaf sont liés au dieu soleil.
à travers leur histoire. On comprend encore plus aujourd'hui grâce à la fresque et la culture du pays. Ce que nous propose au final One Piece, c'est qu'après une multitude d'aventures et de péripéties, on nous révèle, par le plus éminent homme de science au monde, que cet univers que nous explorons était bien plus grand auparavant, car ce que nous voyons ne sont que les restes d'un monde post-apocalyptique causé par une guerre millénaire. Et c'est exactement ce qui est présenté dans le fameux dessin animé des années 80 où le monde n'est qu'un environnement suivant la guerre qui s'y est déroulée. D'ailleurs, pour conclure cette vidéo, j'aimerais parler d'un tout petit détail de l'animé. Et bien sûr, on connaît tous, c'est le célèbre ending Memories qui met les Mugiwara face à une mer dorée par le soleil. Et le trio emblématique Esteban, Zia et Tao, quand ils trouveront la mystérieuse cité d'or, verront quelque chose de transcendant. Mais des images valent mieux que 1000 mots, voilà les deux panoramas. Et là, la ressemblance est frappante. Est-ce un détail voulu de l'animé ou est-ce que ça a été exigé par Oda? Tant de questions mais pourtant si peu de réponses. J'aurais tant aimé parler d'encore plus de sujets reliant ces deux œuvres. On pourrait y consacrer vraiment une vidéo colossale, même si j'ai parlé de la majorité des gros points intéressants. On aurait pu parler par exemple du Knock-Up Stream, qui est un jet immense qui projette les bateaux. On fera sa connaissance à Jaya, et c'est ce qui emmènera les Mugiwara sur Skypiea. Et vous imaginez, on a bien sûr la même chose dans les mystérieuses cités d'or, qui ne se nomment pas Knock-Up Stream, mais courant d'ascension. Et ce qui est beau avec ces deux éléments, c'est qu'ils servent de chemin direct à l'exploration d'anciennes civilisations. Après toutes ces similitudes, il semble évident que One Piece et les mystérieuses cités d'or partagent bien plus que quelques inspirations vagues. Est-ce que Oda s'est directement inspiré de cette série culte pour façonner son univers? C'est difficile de le prouver à 100%, mais les indices sont là, et ils sont nombreux. Et vous, est-ce que vous avez repéré d'autres possibles références cachées? Dites-moi tout en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et partager cette vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.